Remixer. Combiner ou éditer des œuvres existantes dans le but de produire quelque chose de nouveau. Ce terme était à l'origine appliqué à la musique qui a été popularisé à la fin du siècle dernier avec l'avènement du... Et le premier genre de musique populaire a intégré des samples qui proviennent d'enregistrements préexistants. Exemple fondateur, Sugar Hill Gang sample la ligne de base de la chanson Good Time par le groupe Chic qu'ils incorporent dans leur tube planétaire Rapper's Delight en 79. Et depuis, cette même ligne de basse a été samplée des douzaines de fois. Et si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte que n'importe qui peut remixer n'importe quoi. Musique, vidéo, photo, peu importe, et les diffuser globalement, presque instantanément, sans pour autant avoir recours à des outils trop coûteux, une maison de production, même encore des compétences particulières. Le remix est un art populaire à la portée de tout le monde, et pourtant, ces techniques qui consistent à collecter, combiner et transformer des données sont les mêmes utilisées à tous les échelons de la création. On pourrait presque être tenté de dire que tout n'est que remix. Et pour mieux comprendre, prenons pour point de départ l'Angleterre de 1968. Jimmy Page recrute John Paul Jones, Robert Plant et John Bonham afin de former le groupe Led Zeppelin. Leur musique se caractérise par un type de blues très bruyant qui va très vite prendre le nom de... Attendez, on va plutôt commencer à Paris en 1961. William Burroughs invente le terme heavy metal dans sa nouvelle La Machine Mode qu'il compose en utilisant une technique de découpe, le cut-up, consistant à utiliser des textes déjà existants, les découper littéralement et à les réarranger. Donc non seulement William Burroughs a inventé le terme heavy metal en 1961, un genre musical initié par Led Zeppelin et une poignée d'autres groupes donc, et il a également produit ce qu'on peut considérer comme le premier remix. Mais revenons à Led Zeppelin. Au milieu des années 70, les Led Zeppelin sont le plus grand groupe de rock étranger aux États-Unis, mais ils sont pourtant considérés par beaucoup de critiques et pairs comme une arnaque. Et voilà en gros ce qu'on leur reproche. L'introduction et le dernier couplet de Bring It On Home ont été repris d'une chanson de Willie Dixon qui s'intitule, sans surprise, Bring It On Home. The Lemon Song reprend quant à elle les paroles d'une chanson de Howlin' Wolf, Killing Floor. Black Mountain Side reprend sa mélodie de la chanson Black Waterside, un standard folk composé à l'origine par Bert Jansch. Dazed and Confused comprend des paroles différentes mais apparaît clairement comme une reprise officieuse de la chanson du même titre par Jack Holmes, pour laquelle ce dernier a porté plainte en 2010, soit 40 ans après. Et l'intro de leur plus grand succès, Stairway to Heaven, est directement reprise de la chanson Spirits par le groupe Taurus. A noter au passage que Led Zeppelin assure la première partie de Taurus à l'occasion de leur tournée en 1968, soit 3 ans avant que Stairway to Heaven ne sorte dans les bacs. Et donc les Led Zeppelin ont clairement copié. Mais ce type de pratique n'en soit rien d'inhabituel, et seulement donc deux choses distinguent les Zeppelin des autres groupes. Premièrement, lorsqu'ils ont recours à des éléments qui ne leur appartiennent pas, Led Zeppelin ne crédite pas les artistes originaux des paroles des chansons qu'ils reprennent. La plupart des groupes de blues britanniques ont en effet enregistré beaucoup de reprises, mais contrairement à Zeppelin, ils ne prétendent pas les avoir écrits eux-mêmes. Et deuxièmement, ils ne les ont pas modifiées suffisamment pour pouvoir prétendre qu'elles sont originales. Beaucoup d'autres groupes avant eux ont fait dans l'imitation, la différence près qu'ils se contentaient d'imiter la tonalité générale, plutôt que de copier-coller des paroles ou des mélodies d'autres groupes. Et les Zeppelin se sont donc contentés de copier sans apporter des modifications notables. On a donc deux catégories de copies, à savoir les reprises, qui sont la performance de l'œuvre d'une autre personne à côté, et les imitations de l'autre qui s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi. Ces deux catégories sont donc depuis longtemps la norme quand il s'agit de remixer légalement, et ce phénomène se vérifie pour presque toutes les œuvres que produit l'industrie du divertissement. Et ce sera donc le sujet de notre deuxième partie.
Oh, attendez, une dernière chose. Du fait de leur énorme popularité, Led Zeppelin est passé du statut de copieur à celui de copier. La première fois dans les années 70 avec des groupes comme Aerosmith, Heart ou Boston, et dans les années 80 avec la mode du heavy metal, et ce jusqu'à l'âge du sampling. Là, vous pouvez entendre le beat de When the Levee Break et son évolution une fois samplé et remixé. A noter au passage, pour leur défense et pour finir, que les Led Zeppelin n'ont quant à eux jamais eu la mauvaise foi et le mauvais goût de porter plainte pour demander réparation. À bon entendeur. Peut-être que cela s'explique par le fait que les films sont tellement coûteux à produire, ou peut-être car les bandes dessinées, les séries télé, les jeux vidéo, les livres et autres produits culturels dérivés du genre sont une source très riche de contenu, ou peut-être encore parce que le public aime se complaire dans ce qui est familier. Quelle qu'en soit la raison, la grande majorité des films les plus populaires au box-office ont très largement recours à des contenus déjà existants. Et si l'on considère les 10 films annuels les plus bankable au cours des 10 dernières années, on constate que 74 sur 100 sont soit une suite, un remix de films plus anciens ou encore une adaptation de bande dessinée, d'un jeu vidéo, d'un livre, etc. Et donc faire du neuf avec du vieux est encore bien souvent ce qu'Hollywood sait faire de mieux. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve donc avec 3 films qui sont la suite d'un autre film, lui-même adapté à partir d'un parc d'attractions. On a aussi une comédie musicale basée sur une pièce de music hall, elle-même basée sur un film. On a également 2 films qui sont la suite d'un autre qui avait été quant à lui inspiré par une série télé, elle-même inspirée par des figurines pour enfants. Ainsi qu'un film adapté à partir de 2 livres dont elle est basée sur un blog qui de son côté était inspiré par l'autre livre qui lui-même a servi de base pour le film. Ça va, vous suivez toujours ? On a 11 films de la franchise Star Trek, 12 Vendredi 13 et pas moins de 23 James Bond. Et on a donc au final des histoires qui ont été dites, redites, transformées, référencées, détournées dans tous les sens et ce depuis la nuit des temps du cinéma. On a ainsi pu assister à la métamorphose de nos vampires qui sont passés du statut de monstres hideux sanguinaires à celui d'envahisseurs de chambres nocturnes avec une cape, passant par kitsch, beau gosse et encore plus beau gosse. Si on considère les quelques rares grands succès du box-office qui ne sont pas des suites, remakes ou adaptations, le mot original n'est toutefois pas exactement le premier mot qui puisse venir à l'esprit. C'est ce qu'on appelle des films de genre, référence à la formule standard, au genre donc auquel ils ont emprunté le schéma pour le moins préfabriqué. Ces genres se divisent ensuite en sous-genres qui sont eux-mêmes soumis à des conventions encore plus spécifiques. Dans la catégorie des films d'horreur, on trouve ainsi les sous-genres tels que les slashers, les films de zombies, les monstres en tout genre et bien sûr les films gore, voire gore noir. Tous sont donc composés d'éléments standards qui ont été réappropriés, transformés et détournés. Prenons à titre d'exemple le plus grand succès cinématographique de la dernière décennie. Il ne s'agit ici ni d'une suite, ni d'un remake ou d'une adaptation, mais bien effectivement d'un film de genre, de science-fiction donc, et plus spécifiquement d'un mini-sous-genre dans lequel une poignée d'hommes blancs compatissants se soucient du sort d'un peuple indigène que leur propre peuple pille et détruit en leur nom. J'appelle ce sous-genre « Veuillez nous excuser de vous avoir colonisé ». Et on parle donc ici de films tels que Danse avec les loups, Le Dernier Samouraï, Le Dernier Mohican, Dune, Lawrence d'Arabie, Un homme nommé Cheval, ou bien même encore Ferngully ou Pocahontas. Les films sont donc construits à partir d'autres films ou basés sur un livre ou une série télé, une pièce de théâtre ou même encore l'actualité. Ce phénomène s'applique à tous les genres et donc aussi bien à un mauvais film de série B, un nanar, qu'au genre plus raffiné des films indépendants dits d'auteur ou indés, et bien évidemment également aux plus grosses productions hollywoodiennes, les fameux blockbusters bien branchés qui à eux seuls ont le pouvoir de remodeler l'omnipotente culture pop et ses nombreux abonnés. Ce qui nous amène à... Même en jugé par les standards actuels, Star Wars reste considéré aujourd'hui comme le fruit d'une imagination inouïe. Mais à mieux regarder, nombre des éléments qu'il compose sont au moins autant identifiables que le sont les samples de sons dans un remix musical. Les fondements structurels de Star Wars nous viennent de l'écrivain Joseph Campbell, qui popularise sa théorie du schéma narratif archétypique, l'Odyssée du héros, à travers son ouvrage de mythologie comparée, Le héros aux mille et un visages en 1949. Star Wars suit en effet le schéma archétypique monomythique ou monomythe qui se compose d'éléments typiques ou motifs tels que un appel à l'aventure, une aide extérieure surnaturelle, le ventre de la baleine, une série d'épreuves énigmatiques, la rencontre avec la princesse ou la déesse et tout un tas d'autres étapes récurrentes donc nécessaires au cheminement héroïque.
Une autre influence majeure de cette tendance est imputable à la série Flash Gordon dans les années 30 et au réalisateur japonais Akira Kurosawa. On peut en effet considérer Star Wars à bien des égards comme une version de Flash Gordon remise au goût du jour, que ce soit au niveau des fondus enchaînés ou bien encore des introductions calligraphiques narratives défilantes. Et pour ce qui est de Kurosawa, on hérite des maîtres d'arts martiaux spirituels, un duo querelleur de deuxième classe, encore plus de fondus enchaînés, une cachette souterraine et un méchant fanfaron qui se fait couper le bras. You just watch yourself. We're wanted men. I have the death sentence on 12 systems. A noter que les films de guerre et les westerns ont également énormément influencé Star Wars. La scène où Luke découvre que sa famille a été massacrée par exemple ressemble étrangement à cette scène tirée du film américain de 1956, La prisonnière du désert. Et la scène dans laquelle Han Solo tire sur Greedo ressemble clairement à cette scène du Bon, la brute et le truand. Les scènes de l'attaque aérienne ultime dans Dam Buster, Escadron 633 et les Ponto Corri sont en effet très similaires à l'attaque de l'Étoile de la Mort, et dans bien des cas, des scènes de ces trois films ont même servi de maquette pour les effets spéciaux dans Star Wars. On retrouve également beaucoup d'autres éléments provenant de nombreux autres films. On retrouve par exemple un homme robot comme la femme robot dans Metropolis, quelques séquences clairement inspirées de 2001 l'Odyssée de l'espace, une scène de vas-y que je me balance avec une fille au bout d'une liane comme celle-ci, tirée du film Le 7e voyage de Sinbad, une projection holographique un peu à la manière de celle dans La Planète Interdite, un rassemblement politique qui ressemble à celui qui figure dans Le Triomphe de la Vérité, et des petits robots tout mignons un peu comme ceux qu'on retrouve dans Silent Running. George Lucas a donc collecté ces éléments qu'il a ensuite copiés, combinés, puis transformés. Sans tous les films qui lui ont précédé, il n'y aurait pas pu y avoir de Star Wars. L'acte de création pure et parfaite nécessite des influences, et tout ce que nous produisons n'est donc par la force des choses qu'un remix de créations antérieures, de nos propres vies et de celles des autres. Déjà Isaac Newton en son temps nous faisait remarquer que nous ne sommes que des nains sur les épaules d'un géant. Ce qui est exactement ce qu'il fait quand il réadapte cette vieille expression de Bernard de Chartres. Dans notre troisième partie, nous approfondirons davantage cette idée et nous tâcherons à cette occasion de désestomper la ligne pour le moins floue qui démarque la création originale de celle qui ne l'est que celle qui l'est moins. Ah oui, au fait, une dernière chose. George Lucas a sans nul doute été le réalisateur le plus influençable de sa génération. Mais le relais a désormais été passé à... En effet, son chef-d'œuvre de remix post-moderne, Kill Bill, est probablement ce qui se rapproche le plus d'un mash-up jamais produit par Hollywood. Ce film est en effet criblé d'éléments qui font référence à une multitude d'autres films, et Kill Bill reste donc à ce titre, à ce jour, ce qui se fait encore de mieux en matière de sampling cinématographique. Tarantino ayant élevé cette discipline à un niveau de sophistication ultime. La scène de l'infirmière tueuse, notamment, est quasiment entièrement composée d'éléments de films préexistants. L'action de base est pour ainsi dire la même que celle de Black Sunday, dans laquelle une femme déguisée en infirmière tente de tuer un patient à l'aide d'une seringue contenant un mystérieux liquide rouge. Le cache-œil de Daryl Hannah est un clin d'œil au personnage principal dans Il l'appelle un œil, et l'air qu'elle siffle nous vient tout droit du thriller Nerf à vif sorti en 1968. Et pour couronner le tout, l'effet spécial entre guillemets pour l'époque qui consiste à diviser l'écran en deux est basé sur une technique utilisée par Brian De Palma dans toute une série de films incluant Le Sanguinolent, Carrie en 1976. Et si vous souhaitez en voir et savoir davantage quant aux nombreuses autres références dans Kill Bill, en images, c'est par ici. L'acte de création est enveloppé d'une espèce d'aura mythique. Ce mythe qui consiste à penser que l'impulsion créative proviendrait d'une sorte d'inspiration divine, que les créations originales seraient le fruit du Saint-Esprit et de la science infuse, qu'elles seraient l'apanage des génies, et qu'elles se manifesteraient aussi rapidement qu'un courant électrique embrase le filament d'une ampoule, alors qu'elles sont en définitive le résultat de mécanismes cognitifs ordinaires appliqués à des concepts préexistants. Et ce terreau très fertile à partir duquel nous cultivons nos créations est un domaine encore largement incompris, dédaigné
et donc encore l'objet de nombreux malentendus. Et ce en dépit de son potentiel créatif ô combien libérateur et donc subversif. Et ce mécanisme préalable fondamental, propédeutique, qui préside à toute création originale, mythique, c'est l'imitation. La copie. Pour simplifier, l'imitation est une modalité d'apprentissage et nous ne pouvons proposer rien de réellement nouveau avant de maîtriser parfaitement nous-mêmes le langage de notre domaine, quel qu'il soit. Et on est donc en train de se rendre compte que le plus sûr chemin d'y parvenir passe au préalable par l'imitation. Par exemple, on constate que tous les artistes passent par une période d'apprentissage, de formation, qui consiste à reproduire les œuvres de leur père. Le premier album de Bob Dylan contient par exemple pas moins de 11 reprises. Richard Pryor a commencé sa carrière en faisant une imitation pas très convaincante de Bill Cosby. Et le journaliste Hunter S. Thompson, à l'origine du gonzo de journalisme du personnage de Las Vegas Parano, est même allé jusqu'à recopier mot pour mot Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald pour, selon lui, se donner une idée de ce qu'on peut ressentir quand on rédige un chef-d'œuvre. Personne ne devient original du jour au lendemain, pas l'opération du Saint-Esprit, l'imitation est donc essentielle à l'établissement des fondations du savoir et de la compréhension. Et c'est donc seulement ensuite que les choses peuvent devenir intéressantes. Après s'être familiarisé avec les fondamentaux du copiage, il devient alors possible de créer quelque chose de nouveau, en ayant recours au processus de transformation, c'est-à-dire en partant d'une idée et en y apportant des variations. C'est un travail très fastidieux, mais cela peut aboutir au final à de grandes découvertes. James Walker a par exemple grandement contribué à la machine à vapeur après s'être vu confier la tâche de réparer le modèle développé par Thomas Newcomen, et il a ensuite passé 12 ans de sa vie à développer son propre concept. Christopher Scholl a quant à lui modélisé sa machine à partir d'un piano. Son design a par la suite lentement évolué pour au final laisser la place au clavier de type QWERTY, encore d'usage dans les pays anglophones de nos jours. Thomas Edison n'a pour sa part pas inventé l'ampoule électrique dans la mesure où son premier brevet était en fait une amélioration apportée au premier prototype. Et il a effectivement produit le premier modèle commercialement rentable, et ce après avoir expérimenté avec quelques 6000 matériaux différents. Bien que toutes ces inventions constituent bel et bien des avancées technologiques majeures, elles n'ont pourtant en soi rien d'original. Elles sont plutôt l'aboutissement des efforts conjugués du travail de génération d'inventeurs qui ont donc ainsi contribué à leurs avènements. Et les résultats les plus probants sont donc le fruit de l'association de ces idées individuelles, et c'est en connectant les idées les unes aux autres qu'on peut donc aboutir à des solutions créatives qui peuvent changer le cours de l'histoire. Gutenberg a par exemple inventé la première presse d'imprimé aux alentours de 1440, tout en sachant que toutes les pièces essentielles qui la composent étaient déjà disponibles depuis des dizaines de décennies. Henry Ford et la Ford Motor Company n'ont pas non plus inventé la chaîne d'assemblage, pas plus qu'ils n'ont inventé le concept des pièces interchangeables, et encore moins l'automobile. Mais ils ont su faire en sorte de savoir fusionner tous ces éléments, avec pour résultat la production de la première voiture destinée au marché de masse, la Ford T. Dans le même ordre d'idées, il a fallu plusieurs décennies à l'Internet avant qu'il ne devienne vraiment opérationnel, grâce à la fusion de plusieurs réseaux et autres protocoles HTML qui permettront à cet outil de commencer à se démocratiser en 1991 quand Tim Berners-Lee invente le désormais fameux World Wide Web. Et voilà donc les trois éléments de base propices à toute création originale: copier, transformer et combiner. Et quelle meilleure façon d'illustrer ce phénomène qu'à travers le dispositif électronique que nous utilisons tous en ce moment même. Et pour mieux comprendre, revenons donc un peu en arrière à la genèse de la révolution de l'ordinateur personnel, le PC, et concentrons-nous sur la compagnie qui en est à l'origine. Xerox. Xerox a inventé le premier PC moderne au début des années 70. L'Alto, c'est son nom, était un système informatique équipé d'un dispositif de pointage, la fameuse souris, ainsi qu'une interface graphique. Il faut bien garder en tête que les ordinateurs personnels de cette époque étaient uniquement opérés à l'aide de petits interrupteurs qu'il vous fallait aligner dans le bon ordre pour obtenir une lumière qui clignote. L'Alto était donc vraiment en avance sur son temps. Et après avoir largement utilisé l'Alto, Apple sort non pas un mais deux ordinateurs équipés d'une interface graphique. Le Lisa et son très populaire successeur, le fameux Macintosh. A noter que l'Alto n'avait jamais été conçu en vue d'une quelconque commercialisation, même si Xerox sort effectivement une machine qui s'en inspire en 1981 avec le Star 8010, soit 2 ans avant le Lisa et 3 ans avant le Macintosh. Et c'est donc le Star 8010 et l'Alto qui ont servi de fondation au premier Mac. Le Star de Xerox se sert de la métaphore du bureau avec des icônes différentes pour les documents et pour les fichiers. Il est équipé d'un curseur, de menus déroulants et d'un menu pop-up, qui sont des innovations majeures pour l'époque. Et le Mac les a toutes copiées. Mais ils sont les premiers chez Apple à les avoir combinées, ce qui va très largement contribuer à les propulser vers un succès qui s'inscrit dans la durée.
Fort de ce premier succès, Apple entreprend ensuite de faire du PC un bien de consommation courante, et le Mac se veut donc facile d'utilisation, au même titre qu'une télé ou un poste radio, à l'inverse du Star qui était quant à lui clairement à vocation professionnelle. Et le Mac se démarque donc clairement de son encombrant prédécesseur, à interface en ligne de commande qui dominait ce marché naissant. Le Mac est donc destiné au public et va entraîner dans son sillon une cascade de transformations. Premièrement, Apple commence par supprimer un des deux boutons de la souris afin de rendre ce nouveau dispositif de pointage plus intuitif. Et ils mettent ensuite au point le fameux double-clic pour ouvrir les fichiers, contrairement au Star de Xerox qui disposait pour ce faire d'un bouton additionnel. Le Mac permet aussi de faire glisser et déposer des icônes sur votre bureau et de redimensionner les fenêtres. Le Star n'était pour sa part pas équipé de cette fonctionnalité désormais en somme toute banale qu'est le glisser-déposer, et vous n'aviez d'autre choix que de devoir sélectionner une icône, appuyer sur une touche et ensuite cliquer sur la destination finale. Et la redimension de vos fenêtres nécessitait quant à elle l'utilisation d'un menu spécifique. Le Star et l'Alto comprenaient tous les deux des menus dits pop-up, mais en raison du constant changement de destination de ceux-ci, les utilisateurs devaient les réorienter à mesure. Mac introduit également la barre de menu qui a pour particularité de toujours rester à la même place quoi qu'il arrive, ainsi que la corbeille ou poubelle en vue de rendre la suppression des fichiers plus intuitive et donc moins stressante. Et enfin, à force de compromis et de bon sens conceptuel, Apple parvient à diminuer le prix à 2500 $, ce qui était toujours cher pour l'époque, mais bien plus accessible que les 10 000 $ qu'il vous fallait débourser pour Lisa et les 17 000 $ pour le Star. Mais la plus grande innovation de toutes reste sans conteste la fusion de l'interface graphique avec l'idée d'un ordinateur aussi accessible qu'un appareil ménager, au même titre qu'une télévision ou une machine à laver. Le Mac est donc l'exemple parfait du potentiel catalytique de la combinaison, alors que le Star et l'Alto sont quant à eux le résultat de nombreuses années de recherche et développement élitiste et illustrent de par leur exemple l'inertie qui caractérise le pouvoir de la transformation seule, même si eux aussi s'appuient évidemment par la force des choses sur le travail de leurs prédécesseurs. L'Alto et le Star sont en effet des branches de cette évolution technologique qui nous ramène directement au système NLS, ce même système à qui l'on doit l'introduction des fenêtres et de la souris dans les années 60, en passant par la première application de dessin interactif, et ce jusqu'au MEMIC, ce prototype qui ressemblait déjà étrangement au PC moderne quelques décennies avant même que cela ne soit possible. Le caractère interdépendant de nos créativités respectives ne cesse d'être occulté par des a priori culturels pour le moins tenaces. Mais la technologie elle-même nous démontre un peu plus chaque jour de la nécessité de notre connectivité, et ce faisant déboulonne donc un peu plus chaque jour ce mythe autocomplaisant de notre soi-disant séparation. Et ce comme révélé par la complexification systématique des implications éthiques, légales et artistiques soulevées par ces relativement nouvelles pratiques en constante mutation. Et ce sera donc le sujet de notre 4e et dernier chapitre. Imaginez si Xerox avait décidé de ne pas développer l'interface graphique, ou si Edison avait opté pour un autre champ d'expertise, ou encore si Tim Berners-Lee n'avait pas trouvé les fonds pour développer le World Wide Web. Notre monde serait-il si différent? Serions-nous pour autant moins avancés? L'histoire tend à nous démontrer que les choses ne seraient sans doute pas si différentes, dans la mesure où dès qu'une avancée technologique majeure fait son apparition sur le marché, on constate que d'autres en étaient arrivés plus ou moins aux mêmes conclusions, peut-être de façon légèrement différée, voire même éventuellement carrément simultanée. Cela reste encore bien souvent à déterminer tellement certaines des paternités de ces nouvelles avancées sont encore de nos jours bien souvent disputées. Newton et Leibniz sont par exemple tous deux mis au point une méthode de calcul aux alentours de 1684. Darwin propose sa théorie de l'évolution par sélection naturelle en 1858, mais Alfred Wallace développe plus ou moins la même idée, plus ou moins la même année. Et Alexander Graham Bell et Elisha Gray déposent un brevet pour le téléphone exactement le même jour. On appelle ça la théorie de la découverte concomitante, théorie selon laquelle une même innovation peut donc émerger en même temps en provenance de différents endroits. Et s'il est vrai que l'univers de la science et des inventions illustre parfaitement ce phénomène, le même constat se vérifie également dans le monde de l'art et notamment au cinéma avec par exemple pas moins de 3 films sur la vie de Coco Chanel qui sortent en l'espace de 9 mois entre 2008 et 2009. Dans le même genre, on dénombre pas moins de 4 films de science-fiction qui traitent du thème de la réalité artificielle en 1999. Et même le film a priori très original de Charlie Cochrane, Synecdoche New York, mieux s'y pencher, contient des ressemblances plus que douteuses avec le roman Remainder de Tom McCarthy, en ce qui nous raconte tous les deux l'histoire d'un homme qui devient riche du jour au lendemain et qui commence à recréer des moments de sa vie, allant même jusqu'à recréer la recréation elle-même. Et pour être parfaitement honnête, ce documentaire que vous êtes en train de regarder, a été écrit juste avant que le journal Le New Yorker ne publie un article de Malcolm Gladwell sur la genèse de Xerox et Apple, et qui s'interroge également sur la véritable nature du principe créatif et des innovations.
Nous construisons donc tous à partir des mêmes matériaux culturels, les mêmes matières premières, les mêmes ressources, et le hasard veut parfois que nous en arrivions au même résultat, même s'il apparaît également que toutes ces innovations semblent aussi, parfois, tout bonnement inévitables. Quand on remonte à l'origine de nos gènes, on s'aperçoit qu'ils ont tous pour ancêtre un organisme unicellulaire âgé de 3,5 milliards d'années du nom de LUCA, pour Last Universal Common Ancestor pour les anglophones, et DACU en français, acronyme pour Dernier ancêtre commun universel. Quand LUCA a commencé à se reproduire, ces gènes ont été copiés, copiés et recopiés avec ici et là parfois quelques erreurs, occasionnant ainsi au fil des générations de nombreuses transformations. Et au fil des millénaires, ce phénomène a eu pour résultat de générer des milliards d'espèces différentes disséminées sur toute la surface du globe. Certaines d'entre elles ont adopté le mode de reproduction sexuelle, combinant ainsi les gènes de deux individus, et au final, ce sont les formes de vie les mieux adaptées qui ont pu prospérer. Et voici donc la formule qui semble présider à toute forme d'évolution: copier, transformer et combiner. Et l'évolution culturelle semble en effet ne pas déroger à cette règle, à la différence près qu'on ne parle plus ici de gènes, mais de mèmes, memes en anglais, qui se définissent comme des éléments d'une culture ou un ensemble de comportements qui se transmettent d'un individu à l'autre par imitation ou par tout autre procédé non génétique, tels que nos idées, nos comportements, nos styles, etc. Et donc au même titre que les gènes, nos mèmes procèdent à leur évolution en suivant le même mode opératoire. Et les idées qui gouvernent notre époque sont le résultat des mèmes les plus contagieux, les plus viraux, les fameux buzz, et on commence donc à réaliser que la formule présidant à notre évolution sociale semble suivre le même modèle que notre évolution génétique, copier, transformer et combiner. C'est ce qui nous définit, c'est notre mode de vie et c'est donc évidemment aussi notre façon de créer. Et nos nouvelles idées sont donc l'aboutissement de l'évolution d'autres plus anciennes, mais notre système législatif semble pourtant ne pas être très disposé à reconnaître le caractère dérivatif propre aux principes créatifs, et applique donc aux idées les mêmes principes, les mêmes lois, les mêmes tarifs que celles qui régissent la propriété matérielle en ce qu'elles sont considérées comme des objets uniques et originaux, avec des frontières rigides. Mais le monde des idées ne semble pourtant de toute évidence pas adapté à ce type de loi. Les idées sont en effet par définition entremêlées, entrelacées, interdépendantes donc interconnectées par voie de conséquence très difficilement dissociables. Et on constate que bien souvent quand notre système de loi entre en conflit avec cet état de fait, celui-ci commence à se contredire et donc à défaillir. La quasi-totalité de notre histoire se caractérise pourtant par un libre échange des idées, donc par la gratuité de celles-ci. Les œuvres de Shakespeare, Gutenberg et Rembrandt pouvaient en effet librement être copiées, recopiées, remodelées, reconverties, mais l'économie de marché naissante de l'époque, qui encourage l'achat et la vente du produit de notre matière grise, ne va pas être sans effet secondaire pour le moins pervers. Imaginons par exemple que quelqu'un invente un nouveau type d'ampoule encore plus basse consommation. Le prix de vente devra couvrir non seulement les coûts de production, mais également couvrir le coût lié aux efforts nécessaires à l'invention de la dite ampoule. Imaginons ensuite qu'un concurrent se mette en tête de produire exactement la même ampoule. Ce dernier n'aura pas besoin d'inclure dans son prix les coûts liés à la recherche et au développement, dans la mesure où la technologie existe donc déjà. Et il pourra de par ce fait proposer une version moins chère. Bilan, la création originale se retrouve incapable de lutter contre la copie. Aux États-Unis, la mise en place d'un système de droits d'auteur et de brevets en 1790 avait justement pour but de rétablir un certain équilibre. Les droits d'auteur, les fameux copyrights, couvriront les médias, les brevets, patents en anglais, couvriront les inventions. Ces deux outils juridiques ayant pour vocation explicite d'encourager la création et la prolifération de nouvelles idées en offrant une période limitée pendant laquelle personne n'est autorisé à copier votre création. Cette protection juridique offrant aux inventeurs l'opportunité de rentrer dans leurs frais et éventuellement donc de dégager un bénéfice. Ensuite, leur création rentre dans le domaine public où elle peut commencer à circuler librement et à être copiée, voire même améliorée. L'idée générale étant de créer un domaine public solide avec des idées et des produits culturels au sens large accessibles à tous.
et qui permettrait essentiellement aux individus, in fine à la fois d'œuvrer et de profiter en toute impunité du bien commun à l'humanité ainsi constitué. Mais au fil des années, l'influence du marché a pour le moins perverti ce noble principe initial. Les grands penseurs de l'époque développent en effet une théorie selon laquelle les idées seraient une forme de propriété, ce qui a pour résultat l'introduction d'un nouveau concept de droit, la propriété intellectuelle. Et ce même, entre guillemets, pathogène va se répandre comme une traînée de poudre, due en grande partie à un travers de la psyché humaine que les économistes nomment l'aversion à la perte. En d'autres termes, nous détestons perdre ce qui nous appartient, et certaines études vont jusqu'à suggérer que la perte est 2 fois plus intense psychologiquement que le gain. Et donc toujours d'après ce même principe, les gains provenant de la copie d'une idée dont nous ne sommes pas à l'origine, dont nous ne sommes pas propriétaires entre guillemets, n'impressionnent bien souvent personne. Par contre, quand c'est notre propre idée qui est copiée, nous percevons ça comme une perte, ou un manque à gagner si vous préférez, et nous avons cette relativement fâcheuse tendance à retrouver notre instinct de territoire. Dans le genre, on a par exemple Disney qui a eu très largement recours au domaine public. Des histoires en effet comme Blanche-Neige, Pinocchio et Alice au Pays des Merveilles proviennent toutes de ce socle commun culturel. Mais quand la période des droits d'auteur des premiers films de Disney a commencé à expirer, ces derniers n'ont pour autant eu aucun scrupule à recourir à des groupes de pression, les fameux lobbies, en vue d'en prolonger les termes. Dans le même genre, l'artiste de rue Shepard Fairey a également largement eu recours à des œuvres préexistantes dans son travail, jusqu'à ce qu'il mette fin à cette pratique après avoir été poursuivi en justice par l'agence de presse AP, qui lui reprochait de s'être basé sur une de leurs photos pour la création de sa fameuse affiche de campagne de Barack Obama. Pourtant, quand c'est à son tour d'avoir son œuvre détournée, Fairey menace de poursuivre l'artiste Baxter Orr à l'origine du piratage. Et enfin Steve Jobs, qui admettait pourtant jusqu'alors bien volontiers qu'Apple avait également recours à ce genre de pratiques frauduleuses, entre guillemets. We have, always been shameless about stealing great ideas. S'est révélé être très rancunier envers ceux qui ont osé copier Apple. Je vais détruire Android car c'est un produit volé. Je suis même prêt à les atomiser s'il le faut. Ce qui confirme l'adage, quand nous copions, nous justifions, quand les autres copient, nous diabolisons. Nous n'avons en effet bien souvent aucun problème avec la contrefaçon du moment que nous en sommes à l'origine. Et c'est ainsi que dans un contexte caractérisé par une certaine autocomplaisance quand il s'agit d'être le copieur, aggravé par une foi aveugle grandissante en l'économie de marché, et le concept de propriété privée que cette dernière a largement contribué à véhiculer, que le concept de propriété intellectuelle va rapidement déborder du cadre juridique qui à l'origine lui avait été attribué. Et avec pour conséquence une interprétation toujours plus large des lois déjà existantes, des nouvelles lois en veux-tu en voilà, toujours plus de nouveaux domaines d'application et des profils potentiels astronomiques. En 1981, George Harrison perd un procès de 1,5 million de $ pour avoir soi-disant inconsciemment copié le tube de Doo Wop Is So Fine dans sa chanson Nice People. Avant tout ça, on avait beaucoup de chansons qui ressemblaient à beaucoup d'autres, sans pour autant que ça finisse devant les tribunaux. Ray Charles crée le prototype de la chanson Soul quand il bat son tube planétaire I Got a Woman sur le chant gospel It Must Be Jesus. Au début des années 90, une nouvelle série de lois et de régulations sur les droits d'auteur commence à faire leur apparition. Et beaucoup d'autres sont encore actuellement en période de gestation. Et les plus ambitieuses en termes de portée et donc d'impact sont ce qu'on appelle les accords commerciaux, Trade Agreements, dans la mesure où ce sont des traités et non des lois, et peuvent à ce titre être négociés en catimini, et donc de fait sans avoir au préalable à en débattre avec les contribuables, et sans même nécessiter une quelconque approbation des membres du Parlement. En 2011, un accord commercial visant à limiter la contrefaçon, l'ACTA, a été signé par Barack Obama, et l'accord de coopération transpacifique, TPPA, est actuellement secrètement en cours de rédaction et vise à consolider encore davantage la protection intellectuelle à l'américaine et ce à l'échelle de la planète, rien que ça. Évidemment, autant les États-Unis n'étaient encore qu'un pays émergent, ils refusaient de signer ce genre de traité et n'avaient donc que faire de la protection des créations étrangères. L'écrivain Charles Dickens était déjà connu à l'époque pour ses diatribes contre un marché du livre américain qu'il considère une vaste piraterie, allant jusqu'à dire que c'est un scandale que ces fripouilles de libraires puissent s'enrichir ainsi. Le champ d'application des brevets passe ensuite du monde matériel au monde virtuel.
et notamment à celui des logiciels informatiques. Mais tout cela n'a pourtant rien d'une transition naturelle. Un brevet est le plan relatif à la réalisation d'une invention, le manuel d'instruction en quelque sorte, alors que les brevets déposés pour un logiciel ressemblent davantage à une description très large, très générale de ce à quoi pourrait ressembler quelque chose si on avait déjà les moyens techniques de le réaliser. Et ce type de brevet est donc rédigé dans un langage des plus vagues, en vue d'obtenir une protection aussi large que possible. Et le micmac juridique ainsi généré atteint bien souvent des sommets d'absurdité jusqu'alors inégalés. Le terme machine de processus informatif par exemple inclut tout ce qui se rapproche de près ou de loin aux ordinateurs, ou encore objet matériel qui couvre quant à lui pratiquement tout ce qu'il est possible d'imaginer. Ce flou juridique qui caractérise le cadre légal des brevets de logiciels a notamment transformé l'industrie de la téléphonie mobile en une sorte de guerre de territoire géante. Tant et si bien que 62% de tous les procès relatifs au dépôt de brevets ont désormais les logiciels pour seuls objectifs. Le manque total à gagner étant estimé à quelque 1,5 trilliard de dollars. L'introduction du concept de propriété intellectuelle a ouvert la porte à ce qu'on appelle l'opportunisme procédurier, ou comment gagner de l'argent simplement en se plaignant. Ces nouvelles pratiques ont donné naissance à deux nouvelles espèces juridiques mutantes qui ont pour unique fond de commerce les grands procès, bien juteux, les trolls à échantillons et les trolls à brevets. Ces deux nouveaux types de corporations ne produisent pour ainsi dire rien, aucune richesse, aucun bien, parce qu'elles se contentent d'acquérir un portefeuille de droits de propriété intellectuelle et n'ont ensuite plus qu'à intenter un procès pour racler la mise. Et du fait des centaines de milliers de dollars en jeu dans l'industrie des droits d'auteur et les quelques autres millions dans celles relatives aux brevets, leurs victimes n'ont bien souvent d'autre choix que d'accepter un accord entre guillemets à l'amiable et donc hors tribunal. Le troll à échantillon le plus connu se nomme Bridgeport Music avec à son actif des centaines de procès. En 2005, ces derniers sont à l'origine d'une décision de justice sans précédent qui va incriminer l'utilisation du sample musical suivant. Et donc non seulement le sample en question était très court, mais il était également et surtout quasiment impossible à identifier. Ce verdict historique a essentiellement pour effet de rendre l'usage des samplings, aussi court soit-il, illicite. Le temps des collages musicaux qui caractérisaient l'âge d'or du hip-hop sont donc désormais, de ce fait, quasiment impossibles à créer tant cette pratique est devenue coûteuse. Mais il est à noter que la plupart de ces trolls opèrent surtout dans le monde des logiciels, et le cas le plus emblématique est sans doute celui de Paul Allen. L'un des pères fondateurs de Microsoft, milliardaire et philanthrope estimé s'il en est, qui a promis de redistribuer une grande partie de sa fortune. On lui doit entre autres certaines fonctionnalités du web telles que les liens associés, les alertes et les recommandations qui furent toutes le fruit de désormais feu sa compagnie. Mais malgré tout, cet autoproclamé homme d'idées, ID Man, a collé un procès à plus ou moins toute la Silicon Valley en 2010, et ce en dépit d'une fortune et d'une renommée déjà bien établies. Pour résumer, voilà donc à quoi cela ressemble avec un peu de recul. Nous pensons que les idées sont de vulgaires propriétés privées au même titre que n'importe quel objet, et nous devenons particulièrement territorialistes quand nous considérons que nous avons été spoliés du fruit de nos idées. Et nos lois favorisent cette connivence et donc encouragent cet état de fait en protégeant systématiquement les grandes enseignes et en leur offrant au passage des récompenses toujours plus larges. Alors qu'inversement, les frais de justice mirobolants forcent bien souvent les vulnérables accusés, la défense, à trouver un compromis financier à l'amiable, entre guillemets, et donc hors tribunal. Tout cela est un scénario pour le moins décourageant, certes, et nous amène irrémédiablement à cette question basique fondamentale, mais néanmoins incontournable, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Cette allégeance à cette croyance littérale en la réalité du principe juridique, artificiel par définition, de la propriété intellectuelle, a tellement dégénéré que ses nobles intentions initiales, à travers les brevets et les droits d'auteur, donc ont quelque peu été occultées, et voire même parfaitement éclipsées, jusqu'à finir par totalement échapper à la conscience collective. Pourtant, la finalité de ces outils juridiques est quant à elle toujours bien visible. Le Copyright Act de 1790 a pour sous-titre « Une loi pour encourager l'apprentissage » et sur le Patent Act, il est clairement stipulé en vue de promouvoir le développement des arts utiles. Les droits exclusifs que ces lois intronisaient étaient clairement des compromis qui devaient aller dans le sens du bien collectif, du bien commun, en vue d'améliorer la vie de tout le monde à travers un système de récompense qui lui-même favoriserait la création graduelle d'un domaine public riche et varié. Un tronc commun du savoir ouvert à tout un chacun. Mais malheureusement, dans les faits, les gens préféraient se concentrer sur l'aspect exclusif, territorialiste de ces droits, allant donc même jusqu'à les consolider et en élargir leur portée avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire pas les progrès escomptés, donc un apprentissage pas facilité. Et au contraire, leur corollaire se traduisant par plus de divisions, plus de querelles et plus d'abus de pouvoir en tout genre. Nous vivons à une époque aussi trépidante que terrifiante du fait d'une technologie toujours plus versatile qui nous laisse entrevoir un futur toujours plus fou, toujours plus flou,
où les frontières entre utopie et dystopie s'amenuisent, et dans lequel opportunité et catastrophe se conjuguent souvent au futur proche. Et c'est pourquoi nous avons besoin des meilleures idées, nous en avons besoin maintenant, et nous avons besoin qu'elles se propagent tout de suite, voire immédiatement. Le bien commun est un mème, une idée que le concept très réducteur de propriété intellectuelle a quelque peu perverti. Et il en va donc de notre responsabilité de bien vouloir rapidement réhabiliter cette noble idée à l'évidence, et avec le recul, pleine de bon sens. Si ce mème est à même d'être à nouveau correctement diffusé, nos lois, nos normes et donc nos sociétés s'en verront transformées. C'est ce qu'on appelle l'évolution sociale ou l'évolution épigénétique, et il en va de la vie de tous, de la vox populi aujourd'hui vacante et évanouie, et certainement pas de la décision unilatérale des institutions gouvernementales, juridiques et financières qui nous régimentent car nous collaborons.